J'ai trouvé son téléphone secret contenant 18 mois de messages échangés avec son professeur de tennis. Après 29 ans de mariage, je ne l'ai pas confronté, je n'ai pas hurlé de rage, j'ai simplement disparu. Sans un adieu, sans un mot, juste parti. Pendant des mois, j'ai bâti une nouvelle vie là où elle ne pouvait pas me trouver, puis une enveloppe est arrivée avec son écriture, elle m'avait retrouvé et je devais maintenant faire un choix. Je m'appelle Antoine Mercier, j'ai 52 ans et jusqu'à l'année dernière, j'étais conseiller en gestion de patrimoine chez Lemoine et Associés à la Défense, à Paris. Nous aidions des clients fortunés à faire fructifier leurs actifs, à naviguer dans la fiscalité et à préparer leur retraite. Pendant 27 ans, j'ai bâti ma carrière en étant celui qui voit les catastrophes potentielles avant qu'elles n'arrivent, ironique n'est-ce pas, car je n'ai pas vu le désastre se dérouler dans mon propre foyer. Valérie et moi nous sommes mariés jeunes, tous deux âgés de 23 ans et pleins de rêves, notre fille Chloé est arrivée 2 ans plus tard. Nous avons construit ce que je pensais être la vie parfaite, la belle maison bourgeoise à Saint-Germain-en-Laye, les vacances d'été à l'île de Ré, le diplôme de Chloé à Sciences Po. Je travaillais de longues heures, mais c'était pour nous, pour notre avenir, du moins c'est ce que je me disais. Les problèmes ont commencé vers notre 25e anniversaire de mariage, je venais de décrocher le compte de la famille de Montaigu, une fortune estimée à plus de 50 millions d'euros qui nécessitait une restructuration complète du portefeuille. Pendant 3 mois, j'ai pratiquement vécu au bureau et lorsque j'ai manqué le dîner du 27e anniversaire de Chloé à cause d'une urgence client de dernière minute, Valérie n'a même pas semblé en colère. Elle m'a juste regardé avec cette expression vide et a dit « Je n'en attendais pas moins ». J'ai essayé de me rattraper avec un week-end surprise à Venise pour Valérie, une montre de luxe pour Chloé, mais les cadeaux ne remplacent pas la présence et au fond, je le savais. Pourtant, je continuais de me dire que je consacrerais plus de temps à ma famille une fois le projet Montaigu bouclé, puis après ma promotion, puis après la saison fiscale. Pendant ce temps, Valérie a rejoint un club de lecture, s'est mise au tennis, a commencé à faire du bénévolat au musée d'Orsay, c'était de bonnes choses, des choses saines, et j'étais heureux qu'elle ait des intérêts en dehors de notre mariage. Je n'ai jamais pensé à demander pourquoi elle avait soudainement besoin de tant d'activités loin de la maison. En avril dernier, je suis rentré tôt pour une fois, j'avais conclu une affaire majeure et je voulais surprendre Valérie avec une réservation pour le dîner chez l'Ambroisie, ce restaurant 3 étoiles place des Vosges dont elle parlait depuis des années. La maison était vide, mais sa voiture était dans le garage. J'ai appelé son nom, vérifié le jardin, puis notre chambre. La porte de son dressing était entr'ouverte et à l'intérieur, sur l'étagère où elle gardait ses écharpes d'hiver, j'ai aperçu un téléphone que je n'avais jamais vu auparavant. Il n'était pas verrouillé et les SMS remontaient à 18 mois. Il s'appelait Sébastien, c'était son professeur de tennis. Le dernier message avait été envoyé ce matin-là, hâte de sentir tes mains sur moi à nouveau, la nuit dernière était incroyable. Je suis resté là, fixant ce petit écran, avec l'impression d'avoir reçu une balle en plein cœur. 29 ans de mariage, 29 ans de ce que je croyais être une construction indestructible, et à cet instant, tout ce que je croyais savoir sur ma vie a volé en éclats comme du verre. Je n'ai pas confronté Valérie immédiatement, quelque chose en moi s'est simplement éteint. J'ai remis le téléphone exactement là où je l'avais trouvé, je suis descendu et je me suis assis dans ma voiture dans le garage pendant près d'1 heure. Quand elle est finalement rentrée, portant des sacs de courses et fredonnant, j'ai aidé à ranger comme si de rien n'était. « Tu es rentré tôt », a dit Valérie, la surprise évidente dans sa voix. J'ai bouclé le dossier le fort en avance, ai-je répondu, gardant ma voix stable tout en plaçant des boîtes de conserve dans le garde-manger. « C'est super », a-t-elle répondu avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, je fais du saumon pour le dîner. Nous avons mangé l'un en face de l'autre sur l'îlot de la cuisine comme nous l'avions fait des milliers de fois auparavant, elle a parlé de sa journée au musée, mentionné une nouvelle exposition à venir en juin, j'ai hoché la tête, posé les questions appropriées. Tout en me demandant si elle avait été avec lui avant de rentrer. Après le dîner, je lui ai dit que j'avais besoin de faire un tour en voiture pour m'aérer l'esprit à cause d'un problème au travail, elle a à peine levé les yeux du lave-vaisselle. Ne rentre pas trop tard, a dit Valérie avec désinvolture, comme si elle se souciait de mon emploi du temps. J'ai conduit sans but à travers notre quartier, passant devant l'école primaire où Chloé jouait autrefois au football, devant le parc où je lui ai appris à faire du vélo, 29 ans de souvenirs à chaque coin de rue. J'ai fini par rouler jusqu'à la côte normande, regardant les vagues s'écraser contre le rivage dans l'obscurité. Mon téléphone a vibré, un SMS de Valérie demandant quand je serais à la maison, l'ironie ne m'a pas échappé. C'est là que ça m'a frappé, clair comme les étoiles au-dessus de la Manche, je devais disparaître,
pas de manière dramatique ni vengeresse, juste partir. Je ne pouvais pas supporter d'entendre ses excuses ou de la voir pleurer des larmes de crocodile, je ne pouvais pas supporter l'idée d'une thérapie de couple où nous ferions semblant que c'était quelque chose que nous pouvions réparer. J'ai disparu après son infidélité, je n'avais jamais prévu de revenir jusqu'à ce qu'elle me retrouve des mois plus tard, mais cette nuit-là, assis dans ma voiture face à la mer, je ne savais pas qu'elle me trouverait un jour, je n'étais même pas sûr de vouloir être trouvé. J'ai conduit jusqu'à un distributeur automatique et j'ai retiré 3000 €, la limite quotidienne maximale, puis je me suis enregistré dans un hôtel bon marché en périphérie en payant en espèces. La chambre sentait la lessive bas de gamme et le tabac froid, mais c'était assez propre. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai appelé Chloé. « Papa » a-t-elle répondu, semblant surprise, « tout va bien ?» Il est assez tard. « Tout va bien ma chérie » ai-je menti, essayant de garder une voix normale, « écoute, je risque d'être injoignable pendant quelques jours, un projet professionnel, ne t'inquiète pas si tu n'arrives pas à me joindre. » C'est un timing bizarre, a dit Chloé, maman vient d'envoyer un texto demandant si j'avais eu de tes nouvelles. Je l'appellerai, les jeux assurés, je voulais juste te dire que je t'aime. Je t'aime aussi papa, a-t-elle répondu, la confusion évidente dans sa voix. J'ai éteint mon téléphone après ça, je ne pouvais pas affronter les appels ou les messages de Valérie, pas encore, peut-être jamais. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, je continuais de voir ces messages, de les imaginer ensemble. À l'aube, j'avais pris ma décision, je ne rentrerai pas, un homme ne peut supporter qu'une certaine dose de trahison avant que quelque chose de fondamental ne se brise en lui. Je recommencerai à zéro quelque part ailleurs, quelque part où elle ne me trouverait pas. Au matin, j'avais un plan, j'avais besoin d'une nouvelle identité, pas légalement mais pratiquement, un endroit où Valérie ne penserait pas à chercher. Je suis retourné à Paris, je me suis garé dans un parking public du centre et j'ai marché jusqu'à ma banque. J'ai retiré 5000 € supplémentaires de notre compte joint et j'ai clôturé mon compte personnel entièrement, transférant les fonds vers un nouveau compte dans une banque différente. Ensuite, je suis allé à notre coffre-fort et j'ai retiré mon passeport, mon acte de naissance et les pièces d'or que mon père m'avait laissées. « Vous partez en voyage, monsieur Mercier ?» a demandé le directeur de la banque avec un sourire. « Je mets juste mes affaires en ordre », ai-je répondu, forçant un sourire en retour. Ensuite, j'ai rendu visite à mon avocat, Maître Lefebvre, un homme en qui j'avais confiance depuis des décennies. « Antoine, tu as l'air terrible », a dit Lefebvre quand je suis entré dans son cabinet, « que s'est-il passé ?» Valérie a une liaison, ai-je déclaré platement, je pars. Le visage de Lefebvre s'est décomposé, je suis désolé, l'as-tu confronté ? Non, ai-je dit fermement, et je ne vais pas le faire. J'ai besoin de ton aide, discrétion absolue. J'ai expliqué mon plan de disparaître pour un moment. Il a écouté sans juger, puis a hoché la tête solennellement, je m'occupe de tout ici, promis, mais Antoine, ta fille ? Je contacterai Chloé quand je serai installé, les jeux assurés, elle ne doit pas être entraînée dans ce gâchis. Et Valérie, a demandé Lefebvre prudemment. Ne lui dis rien, ai-je répondu, si elle veut divorcer, qu'elle dépose les papiers, je signerai tout ce qu'il faut. J'ai laissé à Lefebvre une procuration et des instructions pour gérer mes actifs, il a accepté de transmettre tout courrier critique à une boîte postale que j'avais ouverte. Cet après-midi-là, je me suis enregistré dans un autre hôtel sous un faux nom et j'ai acheté un téléphone prépayé. J'ai appelé Chloé une dernière fois. « Papa, maman est morte d'inquiétude », a dit Chloé immédiatement, « qu'est-ce qui se passe ?» Je suis au courant pour Sébastien, ai-je dit doucement. Le silence a flotté entre nous pendant plusieurs secondes. Tu sais, a finalement chuchoté Chloé. Depuis combien de temps le sais-tu ? Je viens de le découvrir hier, ai-je répondu, toi, tu savais. Depuis environ un mois, a admis Chloé, la voix brisée, je les ai vus ensemble au restaurant, maman a dit que c'était juste une amitié mais je ne suis pas stupide. J'ai besoin de temps loin d'ici, ai-je expliqué, je t'appellerai quand je pourrai. Est-ce que tu vas bien ? A demandé Chloé, l'inquiétude évidente dans sa voix. Non, ai-je répondu honnêtement, mais ça ira. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le bord du lit d'hôtel et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu, du soulagement. La décision était prise, plus besoin de faire semblant, plus besoin d'essayer de sauver quelque chose qui était déjà brisé au-delà de toute réparation. Le lendemain matin, j'ai pris un car longue distance direction l'ouest. Alors que la silhouette de Paris s'estompait au loin, je n'ai pas regardé en arrière,
29 ans de souvenirs restaient derrière moi alors que j'avançais vers l'inconnu. 3 jours et 4 changements de car plus tard, je suis arrivé dans le Finistère, en Bretagne. J'avais choisi cet endroit au hasard, un lieu que Valérie et moi n'avions jamais visité, avec un climat opposé à la vie parisienne trépidante. Le crachin constant correspondait à mon humeur alors que je m'installais dans un modeste gîte meublé. Pendant 2 semaines, j'ai à peine quitté ma chambre sauf pour les nécessités, je me suis laissé pousser la barbe, chose que Valérie avait toujours détestée, j'ai acheté des vêtements dans des friperies. Des chemises en flanelle et des bottes de travail que mon moi gestionnaire de patrimoine n'aurait jamais portées. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Quand j'ai enfin émergé de mon cocon de chagrin, j'ai commencé à explorer la région. Un après-midi pluvieux, j'ai erré dans le parc botanique de Quimper. La verdure luxuriante et les sentiers calmes apaisaient quelque chose en moi qui était à vif. « C'est la première fois que vous venez ici ?» a demandé un homme âgé, remarquant que j'étudiais un érable du Japon. « Première fois n'importe où depuis longtemps » ai-je répondu honnêtement. L'homme s'est présenté comme Henri de Kéroual. Lui et sa femme Madeleine possédaient un vaste domaine en dehors de la ville et cherchaient un jardinier. « Vous y connaissez quelque chose aux plantes ?» a demandé Henri. « Seulement qu'elles ne mentent pas et ne trichent pas » ai-je répondu avec plus d'amertume que je ne le voulais. Henri a gloussé, « C'est juste. Avez-vous déjà travaillé de vos mains ?»« Pas professionnellement » ai-je admis. « L'expérience professionnelle est surcotée » a dit Henri, « j'ai besoin de quelqu'un qui apprécie la beauté et n'a pas peur du travail dur. La petite maison en pierre sur notre propriété vient avec le travail. » Je ne suis pas un cas social, ai-je dit fermement. Bien, parce que je ne fais pas la charité, a contré Henri, j'offre un salaire équitable pour un travail honnête, réfléchissez-y. Il m'a tendu une carte avec une adresse et un numéro de téléphone, puis a continué sa promenade dans le jardin. Ce soir-là, j'ai appelé le numéro. Une semaine plus tard, j'emménageais dans la maison du jardinier sur le domaine de Kéroual, une structure en granit avec des poutres en bois patiné et des fenêtres orientées à l'est pour attraper le soleil du matin. Mon expertise financière ne signifiait rien ici, mais en apprenant à tailler les rosiers et à nourrir les semis, j'ai trouvé un autre type de satisfaction, des résultats tangibles et immédiats pour mon labeur. Pas de clients, pas d'échéance, pas de trahison, juste la terre, la croissance et la météo. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans rêve. 6 mois ont passé au rythme des saisons, l'été a laissé place à l'automne, peignant le domaine de Kéroual en rouge et or flamboyant. J'ai appris le langage des plantes, celles qui prospéraient à l'ombre, celles qui avaient besoin d'une attention constante, celles qui étaient assez robustes pour survivre à la négligence. Parfois, je voyais des parallèles avec les relations humaines sur lesquelles j'essayais de ne pas m'attarder. Henri et Madeleine sont devenus des amis inattendus, ils respectaient ma vie privée mais m'incluaient dans des dîners occasionnels où la conversation coulait facilement sur tout sauf mon passé, ils n'ont jamais fouiné et j'ai apprécié cela plus qu'ils ne le savaient. Un matin frais d'octobre, je suis allé en ville pour des provisions. La poste locale faisait partie de ma routine, Maître Lefebvre transférait tout ce qui était important à ma boîte postale là-bas. Habituellement, elle ne contenait que des relevés financiers ou de brèves mises à jour sur mon ancienne vie, mais ce jour-là, une épaisse enveloppe couleur crème attendait parmi le courrier habituel. Mon nom était écrit avec l'écriture incomparable de Valérie, pas d'adresse de retour. Je l'ai fixé si longtemps que l'employé des postes a demandé si tout allait bien. « Ça va ?» ai-je marmonné, fourrant l'enveloppe dans la poche de ma veste sans l'ouvrir. J'ai terminé mes courses machinalement, l'enveloppe brûlant contre ma poitrine comme un charbon ardent. De retour à la maisonnette, je l'ai posée sur la table de la cuisine et je suis allé travailler dans le jardin, taillant agressivement les rosiers comme si je pouvais couper mes pensées aussi facilement. Au coucher du soleil, j'étais épuisé mais plus calme. J'ai pris une douche, préparé un dîner simple et me suis versé un verre de whisky, c'est seulement alors que j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre de 10 pages de la main de Valérie. La première ligne m'a glacé, « Je t'ai trouvé, Antoine. » Après des mois de recherche, elle avait engagé un détective privé qui m'avait retrouvé grâce à mon nouveau compte bancaire. Valérie détaillait son choc face à ma disparition, sa confusion lorsque Maître Lefebvre avait refusé de révéler où je me trouvais, sa réalisation éventuelle que j'avais dû découvrir sa liaison avec Sébastien. « Ce que tu ne sais pas, » écrivait-elle, « c'est que c'est fini depuis des mois. Ce n'était jamais rien de réel, juste une tentative pathétique de ressentir quelque chose à nouveau. » J'ai pris une longue gorgée de whisky, mes mains stables malgré la tourmente intérieure. Elle écrivait comment Chloé l'avait finalement confrontée,
comment sa fille ne lui avait pas parlé pendant des semaines après, comment ses amis avaient progressivement cessé de l'inviter, comment la grande maison ressemblait à un mausolée de son ancienne vie. Le dernier paragraphe a frappé le plus fort, je n'attends pas le pardon, Antoine, je n'attends même pas de réponse, mais j'ai besoin de te voir une dernière fois pour dire au revoir correctement, pour te dire ces choses en face. Je serai à l'hôtel Océania à Quimper mardi prochain, chambre 412. Si tu ne viens pas, je comprendrai et tu n'entendras plus jamais parler de moi. J'ai soigneusement replié la lettre et l'ai remise dans son enveloppe, puis je suis sorti et me suis tenu sous les étoiles, respirant profondément l'air frais de la nuit. Elle m'avait trouvé, après tous ces mois de silence et de reconstruction, Valérie m'avait retrouvé. La question n'était pas de savoir si j'irais, la question était de savoir quel genre d'homme je serais quand je lui ferais face. Je n'ai pas parlé de la lettre de Valérie à Henri et Madeleine, mais Madeleine, avec sa perception troublante, a senti que quelque chose avait changé. Les hortensias ont l'air négligés, a-t-elle remarqué avec désinvolture alors que nous nous promenions dans le jardin, et toi aussi. Juste distrait, ai-je admis. La distraction est la façon dont l'esprit traite ce que le cœur n'est pas prêt à affronter, a dit Madeleine. Quand je n'ai pas répondu, elle a ajouté, quoi que ce soit, Antoine, souviens-toi que la force ne consiste pas à ne jamais tomber, c'est la façon dont on se relève. J'ai hoché la tête avec gratitude, incapable de former des mots à cause de la boule dans ma gorge. Le week-end est passé dans un flou de travail au jardin et de débats intérieurs. Mardi matin, j'avais pris ma décision. J'ai dit à Henri que j'avais besoin de ma journée pour une affaire personnelle. Prends tout le temps qu'il te faut, a dit Henri en serrant fermement mon épaule, le jardin attendra. J'ai conduit jusqu'au centre de Quimper les fenêtres baissées, laissant l'air vif de l'automne m'éclaircir les idées. L'hôtel Océania était une structure moderne. Je me suis garé dans le parking public et je suis resté assis dans mon camion pendant près de 20 minutes, rassemblant mon courage. À midi pile, j'ai frappé à la porte de la chambre 412. La porte s'est ouverte immédiatement. Valérie se tenait là, différente de mes souvenirs, plus mince, avec des mèches grises dans ses cheveux qu'elle colorait auparavant. Ses yeux se sont écarquillés à la vue de ma barbe et de mon apparence tannée. Antoine, a-t-elle chuchoté, reculant pour me laisser entrer. La chambre était un standard d'hôtel, un grand lit, un bureau, 2 fauteuils près de la fenêtre. Sa valise était posée proprement dans un coin, son parfum familier flottant faiblement dans l'air. Tu as l'air, a commencé Valérie. Différent, ai-je fini pour elle. Toi aussi. Un silence gênant a rempli l'espace entre nous. Merci d'être venu, a-t-elle finalement dit en désignant les fauteuils. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Je me suis assis, gardant le dos droit, les mains posées sur mes genoux. Ta lettre ne m'a pas laissé beaucoup de choix. Je suis désolé, a dit Valérie rapidement, pas seulement de t'avoir trouvé, pour tout. Pourquoi m'as-tu cherché, ai-je demandé, allant droit au but. Nous savons tous les deux que notre mariage était terminé au moment où j'ai vu ces messages. Le calme de Valérie s'est fissuré légèrement, parce que tu as disparu sans un mot, parce qu'après 29 ans, je méritais au moins un au revoir. Et je méritais la fidélité, ai-je contré, ma voix remarquablement calme. On n'obtient pas toujours ce qu'on mérite. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Tu as raison, a-t-elle dit doucement, j'avais juste besoin d'expliquer. Tu as expliqué dans ta lettre, les jeux interrompus. Sébastien était une distraction, tu t'ennuyais, tu te sentais seul, je n'étais pas assez là. J'ai déjà entendu tout ça, Valérie, juste pas à propos de nous. Les larmes ont rempli ses yeux. C'est ce que tu penses? Que je cherche des excuses. N'est-ce pas le cas, ai-je demandé. Non, a-t-elle répondu fermement, je prends la responsabilité. Ce que j'ai fait était impardonnable, j'ai détruit quelque chose de précieux parce que j'étais faible et égoïste. Son honnêteté brute m'a pris au dépourvu, ce n'était pas une conversation que j'avais répétée dans ma tête. Je ne suis pas là pour des excuses, ai-je dit en observant Valérie attentivement, je suis là parce que fuir n'a rien résolu. Nous avons besoin de tourner la page, Valérie a hoché la tête, rassemblant visiblement son calme. Chloé refuse de me parler, a-t-elle dit doucement, elle a dit qu'elle ne me pardonnerait jamais de t'avoir fait partir. Je lui parlerai, ai-je répondu, elle ne devrait pas te blâmer pour mes décisions. C'est généreux de ta part, a dit Valérie, la surprise évidente dans sa voix. Ce n'est pas de la générosité, les jeux corrigés, c'est la vérité. Tu as fait tes choix, j'ai fait les miens.
Un lourd silence s'est installé entre nous, 29 ans d'histoire commune réduits à des pauses gênantes et des mots prudents. « Es-tu heureux ici » a finalement demandé Valérie, à travailler comme jardinier. La question aurait pu sembler condescendante venant de n'importe qui d'autre, mais son ton traduisait une véritable curiosité. « Je le suis » ai-je répondu honnêtement, il y a quelque chose d'honnête à regarder les choses pousser grâce à tes efforts. Pas de politique de bureau, pas d'exigence client, juste la terre, les plantes et la météo. Et les Kéroual, a-t-elle demandé, Maître Lefebvre les a mentionnés quand mon détective l'a finalement fait parler. De bonnes personnes, ai-je dit simplement, ils m'ont donné de l'espace quand j'en avais le plus besoin. Valérie a hoché la tête, puis a cherché dans son sac à main et en a sorti une grande enveloppe. J'ai fait préparer les papiers du divorce, a-t-elle dit en les plaçant sur la table basse entre nous. Tout est partagé équitablement, la maison est déjà sur le marché. J'ai fixé l'enveloppe, les émotions bouillonnant sous mon extérieur calme, la fin officielle de près de 3 décennies ensemble réduite à des documents juridiques et des signatures. Tu ne contestes rien, ai-je demandé. Pourquoi le ferais-je, a répondu Valérie, c'est moi qui ai brisé nos vœux, Antoine. Je ne vais pas aggraver ça en me battant pour des actifs. Sa responsabilité m'a surpris à nouveau, ce n'était pas la réaction défensive à laquelle je m'attendais. Il y a encore une chose, a dit Valérie en sortant une plus petite enveloppe. Chloé va se marier en juin. Malgré tout, elle veut que tu la conduises à l'hôtel. Ma gorge s'est serrée. Elle est fiancée? À qui? Christophe Maury, ils sortent ensemble depuis environ 1 an, tu l'aimerais bien, il est architecte, stable, il la traite bien. La réalisation que j'avais manqué la relation de ma fille m'a frappé de plein fouet, la vie avait continué sans moi. Tu devrais être là aussi, ai-je dit après un moment, quoi qu'il se soit passé entre nous, elle a besoin de sa mère. Les yeux de Valérie se sont remplis de larmes. J'ai essayé de lui dire ça, peut-être qu'elle t'écoutera. J'ai hoché la tête, prenant note mentalement de l'appeler très bientôt, certains ponts ne pouvaient pas être brûlés, peu importe la douleur de les traverser. Alors que notre conversation touchait à sa fin, je me suis surpris à étudier le visage de Valérie, les lignes familières autour de ses yeux, la façon dont elle remettait ses cheveux derrière son oreille quand elle était incertaine. Autrefois, j'aimais ces détails, maintenant ils appartenaient à un chapitre de ma vie qui se fermait. Je devrais y aller, ai-je dit en me levant et en rassemblant l'enveloppe des papiers du divorce. Valérie s'est levée aussi, maintenant une distance prudente. Je suis désolé, Antoine, pas seulement pour la liaison, mais pour avoir mis si longtemps à devenir la personne capable d'admettre que c'était entièrement ma faute. J'ai hoché la tête une fois, reconnaissant ces mots sans offrir le pardon qui n'était pas encore le mien à donner. En me tournant pour partir, je me suis arrêté à la porte. Prends soin de toi, Valérie, ai-je dit doucement, le sentiment le plus sincère que je pouvais offrir. Le printemps est arrivé au domaine de Kéroual dans une explosion de couleurs, les tulipes et les jonquilles que j'avais plantées l'automne précédent poussaient à travers la terre vers la lumière du soleil, j'ai trouvé une métaphore dans leur persistance qui ne m'a pas échappé. Fidèle à ma parole, j'ai appelé Chloé le lendemain de ma rencontre avec Valérie. Nous avons parlé pendant près de 2 heures de ses fiançailles, de son travail au cabinet d'avocat en droit de l'environnement, et enfin de sa mère. Elle a tout détruit, a dit Chloé, la colère évidente dans sa voix. Non, elle a endommagé notre mariage, ai-je corrigé doucement, mais tu n'es pas un dommage collatéral, Chloé. Ne sacrifie pas ta relation avec ta mère à cause de ce qui s'est passé entre nous. Comment peux-tu être si calme à ce sujet, a demandé Chloé. Parce que s'accrocher à la colère me tuait, ai-je admis, je suis parti pour trouver la paix, pas pour la punir. Après un peu de persuasion, Chloé a accepté d'appeler sa mère. Ce n'était pas encore le pardon, mais c'était un début. 2 semaines plus tard, Henri m'a trouvé en train de tailler la roseraie. Le dîner d'anniversaire de Madeleine est ce soir, m'a-t-il rappelé, nous t'attendons à 19 h et nous avons une autre invitée que j'aimerais que tu rencontres. J'avais presque oublié, je serai là, ai-je promis. Ce soir-là, je me suis douché et changé pour mettre la seule tenue correcte que je possédais, un pantalon chino et une chemise bleue que Valérie m'avait acheté il y a des années, l'ironie ne m'a pas échappé alors que je marchais vers la maison principale. Une bouteille du vin préféré de Madeleine à la main. La maison des Kéroual était un manoir gracieux avec de grandes fenêtres illuminées chaleureusement contre le crépuscule. Madeleine m'a accueilli avec sa chaleur habituelle. « Antoine, tu es très élégant », a-t-elle dit avec un sourire, « viens rencontrer notre invité. » Dans le salon,
une femme se tenait en train d'examiner les bibliothèques, grande, avec des cheveux foncés striés d'argent relevés en un chignon simple. Elle s'est tournée alors que nous entrions, révélant des yeux intelligents et un sourire facile. Elle portait une robe noire simple qui parlait d'élégance plutôt que d'ostentation. « Antoine, voici Isabelle » a dit Madeleine, ma nièce de reine. « Isabelle, voici Antoine Mercier, le faiseur de miracles qui a sauvé mes jardins. »« Ravi de vous rencontrer » a dit Isabelle en tendant la main. Sa poignée de main était ferme, son regard direct. « De même » ai-je répondu, me sentant étonnamment intimidé. Au cours du dîner, j'ai appris qu'Isabelle était une magistrate à la retraite qui enseignait maintenant le droit à l'université de Rennes. Elle ne s'était jamais mariée, choisissant sa carrière plutôt que la famille, une décision dont elle parlait sans excuse ni regret. Son humour pince sans rire et sa manière directe m'ont attiré malgré mes réserves. Après le dessert, Henri a suggéré un cognac sur la terrasse. Madeleine s'est excusée, prétextant la fatigue, et Henri s'est mystérieusement souvenu d'un coup de fil qu'il devait passer, nous laissant Isabelle et moi seuls avec nos verres. Ils ne sont pas exactement subtils, a observé Isabelle avec amusement. Non, ai-je convenu, Madeleine fait des allusions depuis des mois sur le fait que j'ai besoin de plus de compagnie que des plantes. Et est-ce le cas, a demandé Isabelle directement. J'ai considéré la question honnêtement. Je ne suis pas sûr, mon divorce n'est même pas encore définitif. Je ne vous demande pas en mariage, Antoine, a dit Isabelle avec un sourire qui atteignait ses yeux, juste une conversation sous les étoiles, on peut commencer par là. Sa franchise m'a arraché un rire, le premier rire sincère et long depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Au cours des mois suivants, Isabelle et moi avons développé une amitié qui a progressé avec une lenteur délibérée. Nous nous retrouvions pour un café, puis un dîner, puis de longues promenades dans les jardins que j'entretenais. Elle n'a jamais poussé pour plus que ce que j'étais prêt à donner et j'ai apprécié sa patience. Le divorce est devenu définitif en avril. Valérie et moi avons signé les derniers papiers dans le cabinet de Maître Lefebvre, la procédure fut amiable et modérée. En partant, elle a touché brièvement mon bras. « J'ai vu Chloé la semaine dernière » a dit Valérie, « elle m'a donné une autre chance. » « Je suis content » ai-je répondu sincèrement, « elle a besoin de sa mère. »« Elle a besoin de toi aussi » a répondu Valérie, « nous en avions tous besoin, je l'ai juste réalisé trop tard. » J'ai hoché la tête, reconnaissant ces mots sans rouvrir de vieilles blessures. « Prends soin de toi, Valérie. »« Toi aussi, Antoine » a-t-elle dit doucement avant de marcher vers sa voiture qui l'attendait. Je suis resté sur le trottoir, la regardant s'éloigner, ressentant une curieuse légèreté. La colère qui m'avait autrefois consumé s'était estompée en quelque chose de plus doux, pas exactement le pardon, mais l'acceptation. Nous avions tous deux fait des choix qui nous avaient menés ici et maintenant nous pouvions avancer séparément. Ce soir-là, j'ai invité Isabelle à dîner à la maisonnette, c'était la première fois que je l'invitais dans mon espace privé et la signification n'a échappé à aucun de nous. « Tu sembles différent aujourd'hui » a observé Isabelle alors que nous étions assis sur la terrasse après le dîner, regardant le coucher de soleil peindre les jardins en or. « Le divorce est définitif, lui ai-je dit, ce chapitre est officiellement clos. » Isabelle a hoché la tête pensivement. « Comment te sens-tu ? » Comme si je posais un poids lourd que je portais depuis longtemps, ai-je admis, pas encore tout à fait confortable, mes muscles sont encore tendus par l'effort, mais soulagés. « Poétique pour un jardinier, » a dit Isabelle avec un petit sourire. « Les plantes apprennent les cycles, » ai-je répondu, les fins et les débuts, la mort et le renouveau. La main d'Isabelle a trouvé la mienne dans le crépuscule naissant, sa paume était chaude, la main de quelqu'un qui avait fait un vrai travail malgré son parcours professionnel. « Je ne cherche pas à remplacer ce que tu as perdu, » a-t-elle dit directement, ce ne serait juste pour aucun de nous. « Je sais, » ai-je répondu, c'est ce que je respecte chez toi. Tu n'essaies pas de remplir l'espace de quelqu'un d'autre, tu crées le tien. Le baiser qui a suivi était doux, interrogateur, sans exigence. Quand nous nous sommes écartés, les yeux d'Isabelle ont soutenu les miens avec sa franchise caractéristique. « Je n'ai pas besoin de promesses, » a-t-elle dit, juste d'honnêteté. « Quoi qu'il se passe entre nous, peux-tu offrir cela ? » Oui, ai-je répondu sans hésitation, ça, je peux le promettre. Plus tard, en marchant vers sa voiture, Isabelle s'est retournée pour examiner la maisonnette et les jardins argentés par le clair de lune. « Tu as construit quelque chose de beau ici, Antoine. » En regardant la transformation autour de moi, les parterres ordonnés, les plantes florissantes, la maison paisible,
j'ai réalisé qu'elle avait raison, des cendres de mon ancienne vie, j'avais en effet créé quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Merci, ai-je dit, le pensant à plusieurs niveaux, pour avoir vu cela. Alors que ses feux arrière disparaissaient dans l'allée, je suis resté dans le jardin calme, écoutant les sons de la nuit et me sentant, pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, véritablement plein d'espoir pour demain. Juin est arrivé avec un temps parfait pour le jour du mariage de Chloé. Je me tenais dans l'antichambre de l'église, ajustant ma cravate, les émotions bouillonnant sous mon extérieur calme. Dans quelques instants, je conduirai ma fille à l'hôtel, un rôle que j'avais craint de ne jamais pouvoir jouer. La porte s'est ouverte et Chloé est entrée dans sa robe de mariée, radieuse et posée. Elle s'est arrêtée, les yeux écarquillés. « Papa » a-t-elle dit doucement, « tu es très beau. »« Et toi tu es magnifique » ai-je répondu, la voix rauque d'émotion, « ta mère sera fière. » Le sourire de Chloé a légèrement vacillé. « C'est bizarre de vous avoir tous les deux ici après tout ?» Non, les jeux assurés, aujourd'hui ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de toi et Christophe et de votre avenir. J'ai offert mon bras et elle l'a pris en le serrant avec gratitude. Je suis tellement contente que tu sois revenu, a-t-elle chuchoté, quand tu as disparu après l'affaire de maman, j'étais terrifiée qu'on t'ait perdu pour toujours. Jamais, ai-je promis, j'avais besoin de temps loin, mais tu es ma fille, rien ne change cela. La cérémonie est passée dans un flou de musique, de vœux et de fleurs. Valérie était assise au premier rang, les yeux brillants de larmes. Nous avons échangé des hochements de tête civile, mais gardé une distance respectueuse. Le poids de notre histoire restait, mais il ne menaçait plus de submerger le présent. À la réception, j'ai dansé avec Chloé, chérissant le moment. Alors que la chanson se terminait, elle m'a embrassé sur la joue et a chuchoté, « J'ai invité Isabelle, j'espère que ça va. » Avant que je puisse répondre, Chloé a été emportée par son nouveau mari. En me tournant, j'ai vu Isabelle au bord de la piste de danse dans une simple robe bleue, semblant légèrement incertaine, une expression rare pour elle. « Tu es venue » ai-je dit en m'approchant d'elle. « Ta fille m'a appelé personnellement » a répondu Isabelle avec un petit sourire, très persuasif celle-là, elle tient de son père. J'ai plaisanté, « Offre-moi ta main, danse avec moi. » Alors que nous nous déplacions sur la piste, j'ai surpris Valérie en train de nous regarder, elle a levé sa coupe de champagne dans un petit salut et après un moment d'hésitation, j'ai hoché la tête en guise de reconnaissance. Certaines blessures ne guériraient jamais complètement, mais elles n'avaient plus besoin de nous définir. Après la réception, Isabelle et moi avons marché dans les jardins de l'hôtel, ma main confortable dans la sienne. Chloé m'a invité pour Noël, a mentionné Isabelle avec désinvolture, trop tôt ? Non, ai-je répondu après l'avoir considéré honnêtement, ça semble juste. Isabelle s'est arrêtée, se tournant pour me faire face. Antoine, je dois te demander quelque chose. Fuis-tu encore ton passé ou es-tu prêt à construire un avenir ? La franchise de sa question, si caractéristique d'Isabelle, exigeait une honnêteté égale. Quand j'ai disparu après avoir découvert la liaison, je n'avais jamais prévu de retourner à mon ancienne vie, ai-je dit lentement, même quand Valérie m'a retrouvé, j'ai résisté à me reconnecter avec ce passé. Mais maintenant je vois les choses différemment. Je ne fuis plus. Je choisis chaque jour d'avancer. Le sourire d'Isabelle valait chaque étape difficile du voyage. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre, a-t-elle dit. Plus tard cette nuit-là, en regardant Chloé et Christophe s'éloigner sous une pluie de rires et de bons vœux, j'ai ressenti un profond sentiment d'accomplissement. L'homme qui avait fui Paris dans la douleur et la trahison n'était pas le même homme qui se tenait là maintenant. J'avais perdu beaucoup, mais gagné quelque chose de peut-être plus précieux, la connaissance que les choses brisées, qu'il s'agisse de jardin ou de cœur, pouvaient être reconstruites avec de la patience, du soin et le courage de recommencer.